Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans le grenier de l'écho pour ce nouveau JT. Le vrai JT de l'écho, nous sommes le 29 février 2020 et nous sommes, on va dire, au JT numéro 4 consacré au coronavirus. Alors c'est un sujet qui évidemment est fondamental parce que vous avez pu commencer à visualiser dans votre vie concrète un certain nombre de conséquences économiques concernant cette épidémie qui est en train de se changer, d'évoluer vers une pandémie, pandémie n'étant jamais rien qu'une épidémie mais au niveau mondial, de manière extrêmement large. Et donc évidemment, les conséquences deviennent de plus en plus visibles. Alors aujourd'hui, nous sommes samedi 29. J'ai entendu le ministre de la Santé, Olivier Véran, parler à la fin du Conseil des ministres spécial et du Conseil de défense, qui a annoncé un certain nombre de mesures dont vous pourrez prendre connaissance. Et donc, on voit bien que si aujourd'hui on est en épidémie phase 2, eh bien, ce qui est important, c'est déjà d'anticiper et de se préparer à la phase 3. Quand bien même, eh bien, évidemment, si on se prépare au pire, on espère tous le meilleur et on va rentrer un petit peu dans les détails. Avant, je voulais vous dire que vous aviez, c'est très important de le dire, de le rappeler, de le redire, vous avez des sources officielles sur lesquelles je base la totalité de ce que je vais vous dire là. Et de ce que je vais vous expliquer dans ce JT. Donc il y a 2 sites à suivre et une étude à lire. Le premier site, c'est évidemment santépubliquefrance.fr. Santépubliquefrance.fr, vous avez tous les chiffres officiels. Vous pouvez notamment voir tous les graphiques entre le nombre de cas le nombre de gens qui ont été testés, donc le nombre de tests qui ont été faits, le nombre de cas positifs qui ont été trouvés, le nombre de cas négatifs qui sont également consécutifs à ces tests. Enfin voilà, vous avez toutes les informations officielles sont publiées sur santépubliquefrance.fr. Vraiment, ayez ce réflexe, c'est intéressant, ça évite justement de partir sur des bases qui ne sont pas forcément des bonnes bases de travail. Vous avez également le site de l'OMS, donc c'est WHO, puisque c'est en anglais, donc le site internet de l'OMS, et vous verrez, même si c'est en anglais pour le site, vous avez évidemment une page en français, vous remettrez ça en grossissant l'image pour avoir tout le site, mais sinon vous tapez sur votre moteur de recherche préféré site OMS et évidemment vous aurez le site de l'OMS. Et surtout un rapport, le rapport de mission en Chine justement de l'Organisation mondiale de la santé, qui est un rapport de 40 pages, qui est très intéressant. Je vous en lirai quelques passages que je vous ai préparés ici, c'est tout en anglais, mais en revanche c'est extrêmement intéressant d'étudier, de lire et de regarder ce rapport parce qu'on a tous les chiffres et donc ces chiffres-là vont nous permettre d'avoir une meilleure approche et une meilleure, à mon sens, façon d'estimer les problèmes auxquels nous allons être confrontés, qui sont des problèmes réels, qui sont des problèmes compliqués, mais ce n'est pas la fin du monde, allons-y. Alors, souvenez-vous ce que je vous disais sur le coronavirus, toujours trop peu et trop tard, en ce qui concerne l'action publique. Et donc, vous voyez, cette semaine, on est en train de commencer à vouloir, c'est ce qu'a en tout cas annoncé le ministre Olivier Véran, on est en tout cas en train de vouloir commencer à restreindre un certain nombre de spectacles ou d'événements non indispensables qui seraient dans des lieux un peu fermés. Donc j'imagine une salle de concert avec plus de 5000 personnes. Donc je sais pas, moi peut-être Bercy à Paris. Alors ça c'est peut-être interdit maintenant. Aller prendre le métro tous les jours, 900 000 personnes dans la promiscuité de la ligne A ou du RER. Alors ça par contre, ça c'est encore autorisé. Mais alors en revanche, les matchs de foot des zones qui sont définis comme des clusters, c'est-à-dire des zones de regroupement, ça c'est interdit, surtout s'il y a une des équipes qui vient, mais alors, si c'est ailleurs, c'est autorisé. Finalement, on confine les uns, mais on déconfine les autres, et puis puisque comme le virus il est chez nous, et bien finalement, les gens qui sont rentrés d'Italie, c'est plus la peine d'être confinés, puisque de toute manière, le virus est déjà là, enfin bon bref, c'est pas forcément très clair, c'est pas forcément très lisible, et
Le problème de l'action publique, c'est toujours ça. Est-ce qu'il faut leur en vouloir? Je ne sais pas. Ce qui est certain, c'est que c'est évidemment extrêmement compliqué de mettre en place une politique cohérente de santé publique sur une épidémie de cette ampleur dont on n'a finalement pas du tout idée de quelle manière cela doit être géré. Donc c'est pour ça que de toute manière, en cas de signe noir, et c'est ce que je vous disais déjà il y a plus d'un mois, l'action publique c'est en général toujours trop peu et trop tard, et c'est assez facilement prévisible, hélas, comme résultat. Alors souvenez-vous, l'un des premiers JT, 37 000 cas, 40 cas, bon je pense que ça vous verrait pas, mais je vous le dis, 40 cas par exemple à Singapour, 32 en Thaïlande, et donc juste après la Chine avec 37 000 cas, il y a 4 semaines, on est à Singapour avec 40 cas, la Thaïlande 32. Et puis, la semaine dernière, ça c'est les chiffres de la semaine dernière, on était à 433 dans Corée du Sud, 105 au Japon et 76 000 en Thaïlande, en Chine, pardon, excusez-moi, et les 634 qui sont là, qui sont la deuxième ligne, et bien en fait c'était les passagers du bateau, vous savez, le bateau de croisière de le Princess Diamond. Et puis tout d'un coup, cette semaine, regardez, changement complet dans le classement. La Corée du Sud qui a plus de 3000 cas aujourd'hui. L'Italie qui en fait, au moment où je vous parle, vient d'annoncer qu'ils avaient plus de 29 morts, je crois, et plus de 1000 cas. Enfin, ils avaient 29 morts, pas plus de 29 morts. 29 personnes décédées et plus de 1000 cas. Faites le calcul, le pourcentage, 29 décédés sur 1000. Je crois qu'on est effectivement dans les taux qu'annonce l'OMS et vous allez voir pourquoi ça pose problème. 705, c'est toujours les passagers du bateau qui continuent à s'infecter. En Iran, 388 cas. Le Japon avec 234 cas. Singapour, 96. Hong Kong, 94. Les États-Unis avec 64 cas. Et la France qui rentre dans le début de ce tableau avec 57 cas, tout en sachant que ça encore, c'était les chiffres à tout à l'heure, et que le ministre de la Santé a annoncé en milieu de journée qu'en réalité il y avait, je crois, plus de 73 cas dans notre pays. Donc vous voyez que la carte a complètement changé et l'épidémie est en train de se transformer en pandémie et les cas sont en train d'exploser un peu partout. Alors, je vous avais dit, souvenez-vous, je vous remets quasiment toutes les semaines les effets MTR pour maîtrisables, temporaires et réversibles de cette crise. Et donc, les marchés financiers sont en train vraiment là de découvrir cette semaine que c'est pas du tout maîtrisé, c'est pas du tout temporaire et c'est peut-être pas réversible. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, il se passe quelque chose de finalement assez logique, les marchés s'effondrent. Alors là, le graphique, il est exceptionnel, c'est une chute libre. Voilà, là, vous avez clairement une chute libre. Les bourses perdent plus de 10% cette semaine. C'est leur pire semaine depuis 2008. Donc les plus anciens comme moi et comme d'autres qui ont vécu la terrible crise des subprimes et qui a priori marqué tout le monde, marqué en tout cas tous ceux qui ont vécu cette crise économique, puisqu'on est aujourd'hui 11 ans après, enfin presque même 12 ans après, et 12 ans après cette crise, eh bien nous en payons tous encore le prix et nous en voyons encore tous les stigmates. Et regardez, a priori, c'est reparti pour un tour et pour un moment économique compliqué. Et nous allons voir pourquoi. Et donc la France n'est pas du tout inactive, au contraire. Là aussi, les mamamouchis agissent, notamment. Hier, il y a eu une conférence de presse avec le ministre de la Santé, la ministre du Travail Muriel Pénicaud et le ministre de l'Économie Bruno Le Maire. Et qu'ont-ils fait? Eh bien, ils ont activé la clause de force majeure, je vais revenir dessus, c'est quelque chose de très important. Ils ont parlé de possibilités de mise en œuvre de chômage partiel, de télétravail, de cours en ligne d'ailleurs. Bon, ça c'était pas dans cette conférence de presse, mais Monsieur Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, a été interrogé à plusieurs sujets sur la possibilité de cours en ligne, etc. Et donc bon, a priori tout ça serait plus ou moins prêt. Et évidemment des processus et des procédures et d'autres dispositifs d'étalement de charges pour les entreprises. Et évidemment, ce n'est que le début, et je vais vous dire dans la diapo d'après,
Pourquoi ce n'est que le début? Est-ce qu'on peut imaginer, en allant voir de l'autre côté des Alpes, chez nos amis italiens, ce qu'il se passe? Alors, la force majeure, et c'est le point le plus important, c'est quelque chose de contractuel. Si vous prenez dans votre bureau, dans vos tiroirs, n'importe quel contrat, que ce soit un contrat d'assurance, un contrat d'assurance vie, un contrat commercial, un contrat de fourniture d'électricité, de gaz, d'eau, un abonnement, bref, tout ce que vous voulez, vous avez toujours un petit opuscule et un petit alinéa qui vous dit donc tout ce contrat, voilà mes obligations, voilà les vôtres, moi je dois vous fournir ci, vous devez me payer ça, moi je vous fournis ci à telle et telle régularité, puis vous me payez ça à telle et telle échéance. Bon, et donc le contrat établit nos relations et donc ce à quoi chacun s'engage. Mais évidemment, il y a un petit opuscule, un petit alinéa, vous pourrez rechercher, vous verrez, c'est dans tous les contrats et ça s'appelle clause de force majeure. Eh bien, ce contrat, quel qu'il soit, devient caduc si la clause de force majeure peut être activée. Et donc, c'est le cas. Donc, je suis une entreprise, je dois vous livrer, vous m'avez commandé un canapé, je dois vous livrer un canapé, votre canapé, vous me l'avez dûment payé, mais je ne peux pas vous le livrer parce que mon livreur est malade, il est atteint du coronavirus, il est au lit, il a 42 fièvres et il tousse comme un damné. Eh bien, que va-t-il se passer? Vous ne pourrez pas être livré et moi, en tant que votre vendeur de canapé, je vais vous dire, attendez monsieur, force majeure, je suis en retard, je le sais, je ne peux pas vous livrer, mon livreur il est malade, il est en train de tousser, il est au lit, peut-être je pourrais vous livrer dans 3 semaines, peut-être je pourrais vous livrer que dans 6 semaines, et pourquoi 3 ou 6 semaines? Je ne prends pas ces chiffres au hasard parce que c'est la durée moyenne de la maladie, donc je vous rappelle qu'une petite grippette c'est 3 ou 4 jours, mais un coronavirus, même sur des gens en forme, ça va de 3 à 6 semaines avant de pouvoir ressortir soit les pieds debout, soit les 2 pieds devant. Et évidemment, on espère tous que ce soit les 2 pieds debout, mais en tout cas, c'est vraiment une maladie qui vous sèche apparemment de ce qu'on peut lire et voir. Donc voilà là, ce que c'est qu'une clause de force majeure, et donc évidemment c'est très important parce que ça veut dire que si je vous livre votre canapé que dans 3 mois, alors que j'aurais dû vous le livrer la semaine prochaine, vous ne pourrez pas vous retourner contre moi en me disant bah oui mais monsieur quand même, ça fait 3 mois que je suis assis par terre dans mon salon et que je n'ai pas de canapé, et donc ça m'embête beaucoup, donc faites-moi une remise de 50%. Je vous répondrai, vous m'êtes fort sympathique, chère madame ou cher monsieur, mais c'est une force majeure, ce n'est pas de ma faute, ce n'est pas de ma responsabilité. Donc ça va changer évidemment fondamentalement les relations économiques, et quand on prend ce genre de mesures et qu'on active une clause de force majeure de cette façon-là, je peux vous dire que tout simplement je ne l'ai jamais vu. C'est pour moi une première complète au niveau national, la manière dont c'est fait. Ça prouve quand même à la fois l'inquiétude des autorités, également la nécessité de préparer la continuité de nos activités économiques et de faire en sorte qu'effectivement nous limitions au maximum les impacts pour chacun. Et donc ça va nécessiter aussi, et nous en reparlerons à la fin, une coopération et une bienveillance générale de tous à l'égard de chacun. Et donc effectivement, peut-être que vous avez commandé votre canapé, mais quand les gens sont malades, l'essentiel c'est évidemment la vie et la priorité à la vie, et chaque vie compte, chaque vie compte, chaque vie est précieuse. Et donc évidemment, on s'occupe de la vie et on ne s'occupe pas du canapé, et donc les choses doivent trouver une hiérarchie qui soit raisonnable, et donc évidemment priorité à la vie, et puis les conflits commerciaux, effectivement, mettons-les de côté, les litiges commerciaux, mettons-les de côté, l'essentiel c'est que tout le monde aille bien, et nous attendrons notre canapé pendant 3 mois si ça devait être nécessaire. C'est en tout cas un petit peu la logique de la force majeure. Alors, en Italie, en revanche, vous avez des mesures qui sont encore plus exceptionnelles. Vous avez peut-être entendu que le ministre Olivier Véran a annoncé non pas un confinement avec un verrouillage, comme c'est le cas autour de Codogno, de la zone rouge, aujourd'hui en Italie. Il a demandé aux gens de Creil et d'un certain nombre de communes dans l'Oise de rester confinés chez eux, de limiter au maximum leurs déplacements, mais il n'y a rien de coercitif. Et je trouve ça plutôt bien, c'est-à-dire que je crois profondément au fait que, d'abord, au fait que les gens peuvent être raisonnables si on les informe bien et si on leur explique les choses. Et je pense
vraiment qu'on doit pouvoir fonctionner de cette façon-là, c'est-à-dire de ne pas être dans le coercitif et dans la punition, mais être effectivement dans l'explication et l'adhésion volontaire à un projet que l'on partage. Et ce projet que l'on partage, c'est faire en sorte de limiter une épidémie, de ne pas être malade, de se protéger soi et de protéger les autres, évidemment. Et donc, je pense que tout ça, c'est finalement beaucoup de bon sens. C'est peut-être pas une mauvaise idée que de dire aux gens: restez chez vous, soyez responsables, soyez raisonnables, mais on ne vous met pas la Guardia, je ne sais plus comment ils appellent ça en Italie, enfin j'allais dire la Guardia civile parce que j'ai l'habitude de l'Espagne, mais enfin bon, la Polizia italienne avec les militaires en armes, voilà, c'est vrai que ça peut être un peu choquant, mais enfin bon, en tout cas en Italie ils en sont là. Et en termes économiques, coronavirus, ecco il primo decreto per l'emergenza ou l'emergenza. Les Italiens me pardonneront pour ma prononciation complètement pourrie de non-italien. Eh bien, c'est quoi? C'est un premier décret économique pour l'urgence économique. Alors, c'est extrêmement intéressant parce que ce sont des mesures qui vont très très loin. Donc ça, c'est pour la zone rouge, c'est pour les gens qui par exemple habitent là-bas, Codogno. Donc si on faisait un peu une comparaison, imaginons que demain à Creil ce soit vraiment très très compliqué et que les gens, nos concitoyens de Creil, ils puissent plus sortir dans la rue parce qu'il y a vraiment beaucoup trop de malades et que c'est trop dangereux pour eux. Eh bien ils peuvent plus aller travailler. Ils peuvent plus gagner d'argent, ils peuvent plus payer la facture. Enfin voilà, ça peut poser de grands problèmes très concrets dans la vie quotidienne de monsieur et madame tout le monde, quoi. Vous, moi, on peut plus aller travailler, vous êtes bien gentil, mais je fais comment pour payer les factures à la fin du mois? Donc évidemment, le gouvernement italien répond à ça avec une suspension pour 2 mois des factures d'eau, d'électricité, de gaz et des déchets, puisque là-bas ils payent une facture, enfin nous c'est un peu l'équivalent de notre taxe d'ordures ménagères, mais sauf que eux, ils la payent pas, enfin nous c'est fait une fois par an avec un rattrapage dans le loyer ou un paiement dans les charges tous les mois. Mais c'est facturé annuellement via ce qu'on appelle la taxe d'ordures ménagères. Donc ça, ici, c'est la suspension. C'est-à-dire que vous ne payez pas pendant 2 mois. Ça ne veut pas dire que ça va être gratuit. On n'en sait rien en fait. Tout ça, c'est évolutif. Donc, c'est une mesure provisoire de suspension. Vous ne gagnez pas d'argent, vous ne pouvez pas payer. On ne va pas vous couper l'eau. On ne va pas vous couper ni l'électricité, ni le gaz, ni même arrêter de venir ramasser vos déchets. Ce n'est pas la question. C'est suspendu. Voilà. Vous ne payez pas, vous ne gagnez pas d'argent, vous ne payez pas, il n'y a pas de problème. Suspension du remboursement des prêts bonifiés accordés aux entreprises. Donc, il y a des entreprises qui ont des crédits, bon bref. Eh ben, c'est suspension pour 1 an du remboursement des échéances de ces crédits, puis ce sera reporté. Et donc, c'est reporté, donc vous ne payez rien pendant 1 an, et puis ça vous paierait 1 an de plus, c'est-à-dire si vous restez encore 5 ans à payer, ça sera pas dans 5 ans, mais dans 6 ans. Voilà. Arrêt jusqu'au 30 avril pour le paiement des primes d'assurance, responsabilité civile automobile, etc., des appareils des habitants des 11 communes de la zone rouge. Et enfin, des mesures anti-spéculation qui sont extrêmement intéressantes et je pense que normalement on finira par en avoir aussi dans notre pays si jamais la situation devenait compliquée et qui est limitée à 3 fois le prix moyen constaté des articles sur les 30 derniers jours. J'ai fait un article cette semaine un édito consacré à attention aux chocs stockés pour 2 raisons. Stockés parce que ça peut être nécessaire et stockés également parce que nous pouvons être confrontés à un choc inflationniste et c'est exactement ça. C'est que les perturbations liées, souvenez-vous de la carte que je vous ai montrée en début de JT, les perturbations liées au coronavirus sont des perturbations qui sont mondiales. Donc les chaînes logistiques sont touchées mondialement. La Chine est profondément touchée, l'Asie commence à être profondément touchée, la Corée est très profondément touchée, l'Iran commence à être touché. Alors effectivement, on n'a pas beaucoup de lignes logistiques avec l'Iran, ça c'est pas un sujet, mais enfin l'Iran a des pays voisins, notamment des gros producteurs de pétrole. Donc imaginez si tout le monde est malade, et bien effectivement là aussi pareil, avec des mesures de confinement, avec des mesures de moins de liens, moins de choses qui peuvent se faire, et bien, tout ça se ralentit. L'Italie, le nord de l'Italie qui est actuellement touché par le plus grave de l'épidémie, ce qu'ils appellent leur zone rouge,
c'est la région de Milan, c'est la région la plus industrieuse de l'Italie et c'est l'une des régions les plus industrieuses d'Europe. Donc là, ça va également poser des problèmes importants dans nos lignes d'approvisionnement. C'est pas anodin. Et puis évidemment, la France qui est touchée, l'Allemagne qui n'est guère en meilleure forme que notre pays. Donc on voit bien que cette épidémie est en train de se développer partout en Europe et donc évidemment là aussi ça va ralentir considérablement l'activité et donc s'il y a une raréfaction et qu'on a des tensions sur les chaînes d'approvisionnement et les chaînes logistiques, même si c'est à la marge, parce que tout simplement, il y a des gens malades à un moment donné. Moi, je ne vous parle même pas de confinement. On va se concentrer simplement sur des gens qui sont malades et qui ne peuvent pas aller travailler. Et si jamais ils sont nombreux à être malades, ça peut être très compliqué. Alors, pour la France, on peut imaginer effectivement d'aller vers des mesures exceptionnelles, un petit peu comme ce qu'on a vu pour l'Italie, mais de manière graduée. Et c'est d'ailleurs exactement ce qui s'est passé regardez la situation il y a 3 jours dans notre pays ou 4 jours, on nous annonce, ah voilà, il n'y a plus de cas en France, le dernier malade est sorti de l'hôpital, c'est une très bonne nouvelle, on va effectivement s'en réjouir, et on a eu raison de s'en réjouir, donc il n'y a pas d'épidémie en France. Et puis à partir du lendemain, on est passé de 0 cas à 20 cas, puis à 59 hier, et puis aujourd'hui, à la mi-journée, nous en étions à 73, et je crains fort qu'on nous en annonce vers 20h, là, je fais cet enregistrement, il doit être quelque chose comme 19h samedi 29, il est possible que effectivement, on ait peut-être 80 ou 90 cas en fin de journée, je ne sais pas, je ne suis pas devin, nous regarderons les informations. Alors, vous avez vu que petit à petit, les choses évoluent, c'est-à-dire qu'il y a eu des conseils, il y a eu des réunions, il y a eu des mesures, alors elles sont ce qu'elles sont, il ne s'agit pas ici de les juger ou de les critiquer de telle ou telle manière, il s'agit simplement de dire, observez, vous voyez bien que vous êtes dans un processus itératif où progressivement, hier, on nous parlait de gestes barrières, on éternue comme ça, on se lave les mains comme ça, et puis on se gratte comme ci, et on se met les doigts dans les oreilles comme ça. Bon, ça c'est les gestes barrières, on ne se serre pas la main, on ne se fait plus la bise, ok, très bien. Et puis finalement, aujourd'hui, on nous parle de plutôt confinement, de rester chez soi, d'interdiction de certains spectacles, de certaines manifestations, etc., etc. Donc vous voyez qu'on est dans un processus itératif et évolutif. Donc évidemment, on peut aller, c'est pas une certitude, mais en tout cas on peut en faire le jeu intellectuel et le jeu de prévision, on peut aller vers des mesures exceptionnelles de manière graduée en fonction de la situation, ce qui serait assez logique, et c'est évidemment comme ça qu'on gère une crise. Une crise se gère de manière dynamique en fonction de l'évolution de la situation et vous êtes en réaction par rapport aux événements ou par rapport à une épidémie. Alors on peut avoir des interdictions et des limitations de rassemblement, et j'avais écrit cette diapo avant que le ministre Olivier Véran annonce qu'effectivement les rassemblements de plus de 5000 personnes étaient maintenant interdits. Alors ils ne sont pas interdits en fait, je veux dire, c'est pas, il faut pas les faire quoi. Voilà, pour des raisons de santé publique, c'est pas interdit pour le plaisir d'interdire. Là pour le coup, je pense qu'on peut critiquer tout ce qu'on veut. Il ne s'agit pas d'interdire pour le plaisir d'interdire un concert au Zénith. Je veux dire, c'est pas un acte politique, un concert au Zénith. Mais bon, voilà, si c'est dangereux, c'est dangereux. Donc on va pas le faire pour des questions de santé publique. Report des élections sera peut-être un sujet. J'entends de plus en plus de gens se poser la question, et les élections municipales, elles sont dans 15 jours, la situation évolue très rapidement. Le ministre a dit que pour le moment c'était pas le sujet, on n'en était pas là, mais peut-être que le sujet viendra, parce qu'effectivement quand on va mettre des centaines de personnes dans certains bureaux de vote, s'il y en a un qui tousse et qui crache sur le mauvais stylo sur lequel tout le monde est marge, ça sera peut-être pas une excellente idée que de réunir la population de tout un village, voilà, je veux dire, nous avons 36 000 communes, on sait tous comment ça marche. Moi, dans ma petite ville ici, voilà, s'il y en a un qui est malade et qu'on fréquente tous le même bureau de vote, eh bien, c'est la moitié de la petite ville ou du village qui va être malade.
Donc ce sera sans doute un sujet et on verra comment ce sera géré, mais très certainement qu'il y aura peut-être des reports à certains endroits qui seront, vous voyez, peut-être qu'à Creil, on ne pourra pas tenir les élections municipales de Creil, peut-être que ça va introduire une distorsion, peut-être qu'on dira bon, bah, finalement on reporte tout, peut-être qu'on dira simplement dans certaines zones on les reporte à plus tard, enfin voilà, je ne sais pas du tout comment ça se gérera, mais ce sera sans doute un sujet. La limitation des déplacements et la mise en place de confinement, bah, voilà, de la même manière. Je ne sais pas comment ça se gérera. Le ministre a dit qu'il faudra bien que le pays continue à tourner. Et il a raison. Nous n'avons pas la profondeur de la Chine. Et pourtant, la province du Hubei, là où il y a la ville de Wuhan, eh ben, c'est 60 millions d'habitants. Donc c'est globalement, ce qui a été vraiment totalement confiné, enfermé, c'est globalement la taille de la France, quoi. Donc imaginez qu'on se mette tous en confinement. Nous, il n'y a personne pour venir nous alimenter. Donc, ça va être un vrai sujet, ça aussi. Et donc, le ministre a commencé à l'évoquer dans sa conférence de presse. Il a dit, si on passe au stade 3, eh ben, on verra, hein, mais il faudra bien que le pays continue à tourner, parce qu'il faudra bien que les gens continuent à avoir à manger, il faudra bien continuer un minimum d'activité, et donc ça impliquera peut-être à un moment donné d'accepter un minimum de pertes et un minimum de difficultés et de modes dégradés de fonctionnement de la société, mais il faudra sans doute continuer. La force majeure, chômage partiel, on en a parlé, comme en Italie, si jamais la crise économique devient extrêmement grave, on peut tout à fait imaginer le report du paiement des charges, des crédits gelés, des factures d'eau, d'électricité mises en suspens. On peut aussi imaginer, de la même manière qu'il y avait eu des loyers loi 48, on peut tout à fait imaginer pendant 3, 4, 5 mois, si jamais les gens ils ont du mal à travailler, etc., qu'il y a du chômage partiel, qu'il y a des entreprises qui sont à l'arrêt, on peut tout à fait imaginer que les loyers soient suspendus et qu'on ne mette pas les gens dehors parce qu'ils ne peuvent pas évidemment payer leur loyer. Et puis on verra plus tard comment on régularise tout ça, soit avec des rattrapages de salaire, soit avec une aide d'État. Enfin bref, on verra. L'économie, c'est de l'intendance et l'intendance suivra. Des mesures évidemment de lutte contre la spéculation et le marché noir, si jamais les choses devenaient totalement excessives et qu'évidemment il fallait protéger les gens contre des tentatives d'arnaque, et ça serait plutôt une bonne chose évidemment. Et puis alors dans des cas totalement extrêmes, eh bien les mesures les plus fortes, ce qu'on a en ultime recours, en ultime mesure, vous trouverez des choses du type couvre-feu, ticket de rationnement, évidemment, et c'est ce que je mets dans tout ce qui va être cas extrême, évidemment. Alors, on n'est pas du tout dans ce cas extrême aujourd'hui, absolument pas, et donc tout l'enjeu est de faire en sorte que les politiques de santé, les politiques publiques et la manière de s'organiser collectivement fassent que nous n'arrivions jamais à ces cas extrêmes qui ne sont évidemment jamais souhaitables, et le pire est jamais souhaitable. Donc bref, on peut imaginer que le gouvernement et l'État va faire tout ce qui est nécessaire pour éviter que le pire devienne possible. Et c'est plutôt une bonne chose que d'éviter que le pire devienne possible. Ça a plutôt beaucoup de sens. Maintenant, nous allons parler de chiffres et nous allons regarder ensemble pourquoi la situation évolue de cette façon-là et pourquoi on a un effondrement des marchés financiers, pourquoi on a des mesures qui peuvent sembler quand même extrêmement fortes et pourquoi l'inquiétude est aussi importante. Eh bien, tout simplement parce que la prévalence de la grippe, c'est entre 2 et 8 millions de malades chaque année en France. D'accord ? Donc la grippe, c'est entre 2 et 8 millions de cas. Donc une bonne année, on n'a que 2 millions de malades. Une mauvaise année, on a 8 millions de malades. Et puis bon, évidemment, on a des morts, tout en sachant que c'est pas la grippe qui tue, c'est beaucoup plus souvent la vieillesse ou la fragilité de l'organisme qui tue que la grippe en elle-même. Mais gardez bien ce chiffre, 2 à 8 millions. Et d'ailleurs, c'est ce chiffre-là qui explique comme apparemment le virus du coronavirus dont on parle est plus virulent que celui de la grippe, dans le sens où il est plus contagieux que la grippe saisonnière, de ce que j'ai vu et lu, voilà, je ne fais que répéter les informations officielles, c'est pour ça que certains remettent en cause les chiffres chinois. Et ils disent, dans les proportions, les chiffres sont sans doute justes, en taux de mortalité, en taux de soins intensifs, etc. Mais en revanche, peut-être qu'en volumétrie globale, les chiffres sont peut-être plus importants. Voilà, donc ça ne change pas forcément les taux, mais ça change évidemment la volumétrie du nombre de gens contaminés et forcément donc du nombre de gens décédés ou gravement malades. Pour l'OMS, le coronavirus est
plus virulent, plus contagieux et au moins 10 fois plus létal que la grippe saisonnière, avec un taux de mortalité de 2%. Regardez les chiffres italiens, plus de 1000 cas, 29 morts, on est plutôt à 2,9%. Donc on est entre 2 et 5%, vous allez voir, et je vous expliquerai pourquoi, selon les chiffres de l'OMS. Mais 15% de cas graves, et pour avoir un taux de mortalité de entre 2 et 3%, quand on a 15% de cas graves, eh bien, il faut avoir un système de soins intensifs capable évidemment d'apporter les soins support aux gens qui sont malades pour que le taux de décès reste bas. Si jamais vous n'êtes pas en mesure, parce que votre système de santé est complètement en tension et saturé, d'apporter les soins de support à vos 15% de malades qui nécessitent d'avoir des soins de support, et si on y va, on va grossir le trait, mais imaginez que les 15% de cas graves ne puissent pas être traités avec des soins support, et bien évidemment la mortalité, elle ne sera pas de 15%, elle ne sera pas de 17%, mais elle sera peut-être de 10% ou 12%, parce qu'il y a des gens qui, même si c'est très grave, vont guérir naturellement, même sans soins support, mais en revanche, tous ceux qui vraiment nécessitaient ces soins support, eh bien, ne vont pas pouvoir s'en sortir. Et enfin, il ne faut pas oublier non plus les autres causes de maladie. D'accord ? C'est-à-dire que tous les jours, on est malade, tous les jours, on fait des crises cardiaques, tous les jours, on fait des embolies pulmonaires, tous les jours, on a des maladies chroniques, tous les jours, on a des malades du cancer, tous les jours, on a des services d'oncologie, tous les jours, on a des gens qui souffrent de diabète, etc., qui ont des complications, donc tous les jours, on va à l'hôpital. Et si on ne peut pas aller à l'hôpital parce que les hôpitaux sont saturés ou engorgés, tous les jours, on a des accidents de la route, bref, tous les jours, on meurt, tous les jours, on se blesse, tous les jours, on a besoin de notre hôpital. Et si on ne peut pas avoir accès à notre hôpital, et bien évidemment, on a des causes de mortalité annexes qu'on n'a pas pris en compte, mais qui vont être très importantes aussi. Et ça, c'est quelque chose qu'on oublie également dans le débat. C'est là que je vais vous montrer ce qu'on a ici. Donc, ici, alors vous le verrez pas bien, mais je vous ai mis là, moi il faut que je puisse le lire pour vous en parler, mais souvenez-vous, c'est le rapport de l'OMS que je vous ai mis en première page, et qui est, tout au début de la présentation, et qui est lié c'est le rapport qui est consécutif à la mission de l'OMS en Chine, puisqu'il y a 25 experts de l'OMS qui sont allés en Chine, compter, regarder, observer, parler avec tous les médecins et les confrères chinois, et qui ont fait un rapport de 40 pages. Et donc, il est dit dans ce rapport, je vais vous en donner lecture pour une toute petite partie. Ce n'est pas là, voilà, c'est là. Pour le public, déjà, c'est très important d'expliquer aux gens que c'est une réelle maladie. Voilà, c'est une maladie et il faut la prendre au sérieux. Donc, c'est quelque chose qu'il faut vraiment garder en tête. L'OMS dit que ça doit vraiment être pris au sérieux. Et ça, faut le garder en tête. Donc, vous allez voir qu'en fait, la France, quand on lit ce rapport, c'est ce qu'on fait en France. Ça guide vraiment notre action publique. Donc, activer immédiatement un niveau important de réponse nationale dans les protocoles, etc., etc., et qui sont des protocoles non pharmaceutiques. C'est-à-dire que ce n'est pas des médicaments. La lutte contre le virus, là, aujourd'hui, nous n'avons pas de médicaments. Donc nous n'avons que la possibilité de faire ce qu'on appelle des soins supports. Donc on donne du paracétamol, c'est-à-dire du Doliprane pour faire baisser la fièvre. On met de l'oxygène quand le type il peut pas bien respirer. Voilà. Donc on fait ce qu'on appelle des soins supports, mais on n'a pas de la petite pilule miracle qui va guérir contre le virus. Donc évidemment, on doit avoir des approches. C'est ce qu'on appelle justement les gestes barrières, se laver les mains, ne pas se tousser dessus, ne pas aller travailler ni se mettre dans des lieux publics, évidemment quand on tousse, qu'on est malade, etc. Parce qu'on est peut-être porteur d'une forme bénigne de coronavirus, puisque si on meurt dans 2% des cas, dans 98% des cas aujourd'hui on survit, donc on en guérit. Donc si vous voulez, pour ne pas augmenter ce taux de mortalité et la tension sur le système de santé, il faut effectivement se mettre en retrait en tant que geste citoyen quand on est malade, et puis effectivement les mesures d'hygiène, etc. Donc c'est exactement ce que préconise l'Organisation mondiale de la santé. Il faut également
immédiatement rechercher, prioriser, tester pour essayer d'isoler au maximum et de confiner au maximum dès qu'on a des malades pour, au plus possible, ralentir, endiguer, contenir l'épidémie, ce qui permet évidemment de ne pas passer en phase 3 et de ne pas être en épidémie terrible et donc de ne pas saturer le système de santé. Et c'est exactement ce qu'a dit Olivier Véran, puisqu'il a dit lors de sa conférence de presse, on a une épidémie de grippe aujourd'hui, même si le pic épidémique est derrière nous, les hôpitaux sont quand même déjà très pris par l'épidémie de grippe. Si on a une épidémie importante de coronavirus, on risque d'être totalement, il n'a pas dit qu'on risque d'être dépassé, mais en tout cas, ça serait bien de reculer au maximum le temps du pic épidémique du coronavirus et de le reculer le plus possible pour évidemment que ça ne se percute pas avec l'épidémie actuelle de grippe pour, encore une fois, ne pas mettre notre système hospitalier en tension. Éduquer le public sur la gravité du Covid-19 et leur rôle dans la prévention de la contagion. Et donc, encore une fois, oui, c'est une maladie qui est grave parce qu'elle tue réellement et qu'elle a le potentiel, je vous ai dit, entre 2 et 8 millions de malades de la grippe chaque année. Imaginez que nous soyons au milieu, on va dire 5 millions de gens qui vont être atteints du coronavirus à un moment donné avec un pic épidémique. 5 millions, alors ce ne sera pas le même jour, mais 5 millions de personnes malades. Si vous en avez 10% qui nécessitent des soins intensifs, c'est 500 000 personnes. Autant vous dire que nous n'avons absolument pas 5 000 lits de soins intensifs. Et c'est là qu'on retrouverait des taux de mortalité similaires à ceux du SRAS. Et donc, c'est là où c'est très grave. Ce qui est très grave en réalité, c'est pas la maladie en elle-même, elle est très grave, mais en taux de mortalité, c'est pas, encore une fois, c'est pas Ebola, c'est pas la fin du monde et on va pas tous mourir dans d'horribles souffrances, mais en revanche, on peut avoir un taux de mortalité qui est extrêmement fort si le système de santé n'arrive pas à suivre derrière, et d'où l'importance de ralentir au maximum cette épidémie. Pourquoi faire? Pour étaler la charge de malades en fait, et que le système de santé soit capable de prendre en charge cette masse de malades, et que cette masse de malades puisse être dans les meilleures conditions accompagnée et bénéficier des soins de support, afin de rester dans des taux de mortalité qui sont et qui seront extrêmement forts. Si nous avions, imaginons, comme on dit que c'est plus virulent que la grippe, imaginons qu'on fasse mieux qu'une grosse grippe et qu'on se retrouve avec 10 millions de morts, 10 millions de cas, pardon, imaginez 10 millions de cas avec un taux de mortalité justement de 2%, rapporter 2% à 10 millions, c'est pas du tout anodin, et les 15 000 morts de la canicule risquent de nous paraître un petit chiffre, ce qui serait évidemment une catastrophe sanitaire sans précédent pour notre pays. Voilà pour la première chose importante de ce rapport de l'OMS. La deuxième chose, ce sont quelques chiffres qui était ce que je vous disais. Donc 14% de cas sévères, 80% des cas sont soit très peu sévères, soit donc effectivement c'est l'équivalent d'une grippe ou d'un très gros rhume, ou sont moyennement sévères, mais 14% des cas sont très sévères et 6,1% des cas sont carrément critiques. Voilà. Donc vous imaginez, sur beaucoup de volumétrie, c'est ça qui pose problème évidemment, parce que c'est vraiment un virus qui est virulent, et donc c'est encore une fois un taux de mortalité qui, en fonction de votre capacité à apporter des soins du système de santé, va faire le taux de mortalité final de votre épidémie. Et donc c'est là le point clé, et c'est là la dangerosité justement de ce virus qui est encore une fois très contagieux, et donc qui a le potentiel de saturer une partie de la société. Et donc là c'était pour vous dire, voilà, ils ont étudié 55 000 cas, et donc le taux de mortalité il va de 5,8% à Wuhan, donc presque 6%, c'est pas anodin, et à 0,7% dans d'autres parties de la Chine. Alors comment expliquer cette différence de presque 6%, 10 fois moins 0,7%, eh bien c'est ce que je vous dis, c'est la saturation du système de santé. Si vous n'êtes pas capable d'apporter les soins support parce que vos hôpitaux sont débordés, eh bien vous dégradez le taux de survie et les chances de survie de vos patients et de vos malades d'une manière très significative, et donc c'est là qu'effectivement l'épidémie se transforme en drame sanitaire et en drame social. C'était ça que je voulais vous expliquer, et c'est pour ça que nous en sommes là. Alors,
Pour ceux qui sont abonnés à la lettre stratégie, eh bien, la lettre stratégie du mois de février, ce sera comment se préparer dès maintenant à une éventuelle phase 3, avec les choses qui peuvent évidemment considérablement changer. Le gouvernement fera tout pour éviter qu'on en arrive au stade 3. En tant que citoyens, nous devrons tout faire évidemment pour participer à ces efforts collectifs, pour éviter qu'évidemment nous ayons à arriver au stade 3. Ça veut dire qu'encore une fois, on doit être extrêmement responsable et participer de manière très active par les barrières d'hygiène, et c'est encore une fois recommandé par l'OMS et par le fait que quand on est malade, on ne sort pas éventuellement contaminer les autres, même si on pense que pour soi c'est un gros rhume, ce qui peut effectivement être un gros rhume pour soi, mais peut être mortel pour le voisin d'à côté qui va avoir un organisme affaibli, donc effectivement on reste une semaine au lit, et puis on va embêter personne, et je pense que ça sera très très important. Mais malgré tout ça, si vous voulez, tout ne dépend pas du gouvernement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, et Olivier Véran l'a dit, le virus, il circule. Hein. Il y a les gens, ils reviennent d'Italie, ils vont en Espagne. Finalement, il y a des gens qui viennent d'Allemagne. Il y en a d'autres qui reviennent d'Égypte. Tous ceux qui reviennent d'Égypte, il y a un cas en Égypte, mais enfin, tous ceux qui reviennent d'Égypte semblent contaminés. Que ce soit des Français qui reviennent en France, des Allemands qui reviennent en Allemagne, des Américains, je crois que c'est un Canadien qui revient au Canada d'Égypte et qui est infecté par le coronavirus. Bref, donc, le virus, il circule. Donc, finalement, il circule. Et ça, le gouvernement, qu'on soit pour ou contre, c'est pas le sujet, tout n'est pas dans la main du gouvernement et il y a un facteur chance ou un facteur malchance, c'est comme ça. Donc, on va tous espérer le meilleur, évidemment, et puis on va espérer le succès du gouvernement, parce que là, et des politiques gouvernementales pour notre santé, et on va tout faire pour, mais en attendant, on va quand même être prudent et se préparer à une éventuelle phase 3, et c'est c'est tout le sens du boulot que j'ai fait. Alors, vous aurez la possibilité de connaître, évidemment, les dernières informations scientifiques, mais enfin, vous pouvez les trouver directement dans ce rapport de l'OMS, simplement pour mes petits lecteurs de la lettre stratégie, je leur fais une petite traduction en français. Une actualisation des modes de transmission et de protection. Par exemple, on a trouvé que les chiens, il y a un chien qui était porteur d'une charge virale relativement faible. Enfin, il était porteur, il était porteur sain. Il n'était pas malade, mais il était porteur sain du coronavirus. Donc, il était potentiellement contaminant pour ses maîtres. Savoir comment se préparer aux étapes suivantes, confinement, pénurie éventuelle, rationnement, etc. Donc comment on peut s'organiser à minima, et comment vaut mieux essayer de s'organiser à minima, parce qu'encore une fois, plus nous serons résilients individuellement, et plus nous serons forts collectivement, et vaut mieux qu'on aille tous faire des courses, et c'est ce que je vous dis depuis maintenant presque un mois. Et bien, quand vous faites des courses, acheter 2 sacs de riz supplémentaires, c'est pas forcément une grande dépense, mais ça peut vous donner la sérénité et faire baisser votre niveau d'anxiété. Et puis si jamais c'était nécessaire, vous pourrez évidemment dépanner, vous en sortir mieux, plus agréablement, et puis passer un moment moins pénible, et puis évidemment dépanner le voisin imprévoyant d'à côté, et c'est toujours mieux. La gestion de l'anxiété, la prise de décision, la responsabilité individuelle, c'est des sujets également que je vais aborder. Et anticiper évidemment la crise économique qui est en train de se développer sous vos yeux, ses effets, ses conséquences, et adapter en urgence votre patrimoine. Alors, on va faire un enchaînement rapide, mais pandémie égale crise économique majeure, puisque ralentissement, on est dans un monde mondialisé, c'est le ralentissement terrible des flux. Vous verrez, dans le rapport de l'OMS, la maladie coronavirus dure de 3 à 6 semaines. 3 à 6 semaines. Donc à un moment donné, si vous voulez, si l'épidémie est vraiment massive, majeure, certaines prévisions, modèles disent on va peut-être avoir 70% de la population mondiale qui va être touchée. Imaginez si vous avez 70% de la population mondiale touchée dans un laps de temps relativement court. Eh bien, évidemment, les pénuries, les tensions sur les chaînes logistiques qui entraînent une pénurie de pièces de machin, une pièce de bidule, tout ça, ça va désorganiser le système, parce qu'il n'y a pas de combattants, d'accord ? Quand vous êtes cloué au lit pendant 3 à 6 semaines et que vous mettez beaucoup de temps à vous remettre d'une lourde maladie, parce que c'est une lourde maladie quand elle n'est pas dans ses formes bénignes,
bon bah voilà, nous allons forcément connaître des absences, beaucoup d'arrêts de travail, etc., etc. Donc on va avoir une crise économique majeure. C'est exactement ce que matérialise la chute des bourses. Vous allez avoir une crise budgétaire, puisque vous imaginez bien qu'à un moment donné, les États vont devoir intervenir, parce que les gens ne vont pas pouvoir faire face. D'accord ? On est sur du risque de force majeure. Ça a très bien été dit, c'est de la force majeure. Et quand on est dans de la force majeure, et bien évidemment, on ne peut pas assumer individuellement ce genre forcément de choses. Et beaucoup de gens, s'ils n'ont pas leur salaire tous les mois pendant 3 ou 4 mois, ils ne pourront pas faire face. Et s'ils ne peuvent pas faire face, ils ne peuvent pas payer leurs échéances, leur loyer, leurs factures d'eau, etc. Et alors, on va faire quoi? D'accord? Donc, bon. On aura certainement des mesures budgétaires très conséquentes. Ces mesures budgétaires, elles vont amener à une crise monétaire. Nous, en zone euro, on n'a même plus notre banque centrale, donc on a un vrai sujet de souveraineté qui est déjà revenu sur la production. Bruno Le Maire en a parlé, mais enfin sur l'aspect monétaire, ça va revenir également, et sur l'aspect budgétaire. Espérons que la zone euro réussisse à coopérer et fasse de cette crise, peut-être pour elle, justement l'occasion d'aller de l'avant. Mais en tout cas, on va avoir un risque monétaire important, et si on a un risque monétaire important, et bien évidemment, in fine, on a un risque de remise des pendules à l'heure. C'est ce que Christine Lagarde, quand elle était au FMI, avait appelé le grand reset. Alors après, pour ma petite conclusion, je voulais juste vous parler de choses qui sortent un peu là de la crise. Il n'y a pas de survie sans prévoyance et prudence. Nassim Taleb, qui est l'auteur du Signe Noir, lui, il dit carrément qu'il n'y a pas de survie sans paranoïa. Bon, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que depuis que l'humanité est humanité, depuis que nous avons côtoyé les dinosaures, même si je ne sais pas si c'est vrai, mais enfin, quand on sortait de la caverne et que l'être humain ne s'était pas encore hissé en haut de la chaîne alimentaire, et je vous rappelle qu'il n'y a encore pas si longtemps, l'homme était la proie des loups et l'homme était chassé, eh bien, quand on sortait de la caverne, il fallait faire preuve de prévoyance et de prudence. Quand on devait aller chercher notre pitance, chercher notre pitance était dangereux. Nous ne savions pas si nous allions pouvoir manger ou pas manger, parce qu'évidemment, il n'y avait pas le Franprix du coin, le Monoprix d'en bas ouvert jusqu'à 23h. Donc, c'était un peu plus compliqué. Donc, on mettait des noisettes de côté, on faisait des réserves, etc., etc. Donc, il n'y a pas de survie sans prévoyance et sans prudence, et c'est important d'être prévoyant et d'être prudent. C'est fondamental. Mais il n'y a pas non plus de survie sans coopération. C'est-à-dire que si l'homme s'est hissé au fil des millénaires et des siècles au sommet de la chaîne alimentaire et qu'il ne se fait plus chasser par des hordes de loups sauvages, c'est pas parce qu'il était le plus fort,